Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Diaspo News, l'émission qui met en valeur la diaspora africaine. Salon il a été créé justement pour apporter un service de qualité exceptionnel justement, ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs chez les Européens parce qu'ils ne savent pas du tout traiter nos cheveux. Et c'est pour ça qu'on a fait ça, parce que c'est dédié aux cheveux afro, maghrébins, et de là, ici on peut trouver toutes les solutions pour nos cheveux. En ce moment on a voulu faire déjà quelque chose un peu différent, un appart salon. Et il n'y a pas de visibilité déjà des produits dans les vitrines et tout, donc on a voulu vraiment déjà créer ce côté un peu appartement et en même temps déjà un bien-être. Et donc on a le rez-de-chaussée qui est déjà l'espace déjà de la partie déjà du travail, là où on se retrouve tous des personnes qui veulent faire déjà des blanchines ou soit des finitions. Et on a le bas qui est une partie beaucoup plus intime, qui est pour les shampoings, et ce qui concerne aussi déjà un spa de cheveux qui est tout ce qui est déjà des produits végétaux. On travaille déjà avec végétal et tout, parce que déjà maintenant on revient au naturel. On essaye déjà de travailler avec des produits pas trop liés à des conditions nocives et des produits déjà aussi qui n'agressent pas déjà les cheveux. Alors le style de clientèle que j'ai particulièrement, je ne dirais pas que j'ai un style de clientèle, parce que ça peut être la femme du gardien et comme la concierge, ou aussi déjà certaines dames respectables diaspora africaine, ou des dames de business qui sont souvent déjà des passages à Paris, ou ça peut être aussi même déjà qu'est-ce que vous lancez une femme le président, mais chacune a sa place et on essaye de les donner respectablement et pour que déjà chacun se sente bien. Ça va? Ouais, parfait. Génial. C'est un salon original dans le sens où la coiffure est cosmopolitaine, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une coiffure afro, une coiffure occidentale. Donc à Paris, c'est un lieu unique qui peut mélanger différentes cultures. Et ça, c'est d'abord le premier point. Le cadre est juste magnifique et l'accueil est exceptionnel. Bon, et pour parler de Steve, je pense que c'est secret pour personne. C'est le meilleur coiffeur sur tous les points afro de Paris. Tous ceux qui veulent avoir un service de qualité exceptionnel, il faut venir vraiment dans ce salon parce qu'on est soigné, on est reçu, on est bien traité. Sur nos cheveux, t'as des soins, t'as le spa du cheveu, c'est juste exceptionnel. Et venez au 140 rue du Faubourg Saint-Honoré, vous n'allez pas regretter. L'accueil est très chaleureux, le lieu exceptionnel et le coiffeur il est juste amazing. Stomy Bugsy, rappeur, membre du secteur A et ayant plusieurs films à son actif, revient aujourd'hui au théâtre du gymnase Maribel avec une pièce intitulée Un jour j'irai à Détroit, coécrite avec David Desclos, une pièce relatant l'histoire vraie d'un tirailleur sénégalais emprisonné durant la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont dit que nous allions devoir combattre pour l'honneur de la France. La pièce de théâtre s'appelle Un jour j'irai à Détroit. Mon personnage, Djili Amakumbi, est un tirailleur sénégalais. Enfin, on les appelait tous les tirailleurs sénégalais, mais ils venaient de partout, du Bénin, de Côte d'Ivoire. Et mon personnage vient de la Guinée. On est à l'aube de la libération de la France, en novembre 1944. Et ces généraux lui promettent le paiement de sa solde. Il a été en captivité dans les Frontstala également, les paiements de leur solde depuis 4 ans. On leur promet ça. Moi, mon personnage sent qu'il ne va pas être payé. Donc, les gradés disent aux autres tirailleurs, allez à Dakar, au camp de Thiaroye, et là-bas, on vous payera vos soldes.
vos pécules. Et mon personnage ne veut pas, donc il est jeté en prison à Fresnes. Et quand il est jeté dans la prison, il entend ses voisins de cellule qui l'interpellent. Et c'est un soldat français blanc qui s'appelle Marcel Brovant, qui est joué par mon ami David Desclos. Et ce personnage-là, lui, a été jeté aussi en prison parce qu'il a refusé de combattre avec un pantalon d'un mort. Et son voisin de cellule, dans la cellule de gauche, est un Américain aussi. Donc c'est l'histoire de ce tirailleur sénégalais qui est jeté en prison injustement, et ce Français et cet Américain qui vont se raconter leurs histoires et leurs tragédies. C'est tiré d'histoires vraies, inspirées de faits réels. Et voilà, on en a voulu faire une pièce de théâtre dramatique, tragique, mais qui raconte l'histoire du monde et surtout l'histoire de l'Afrique et aussi l'histoire de la France. C'est pas une pièce revancharde où on veut régler des comptes. Au contraire, on veut recoller les morceaux de l'histoire, les pièces de l'histoire. Parce que tous ces tirailleurs-là ont été oubliés et trahis par leurs généraux. Donc on veut leur rendre honneur. Et surtout, on veut qu'un jour que l'armée française, pour son honneur, amnistie ces tirailleurs qui ont été trahis. Qu'un jour, que sur leur tombe, il y ait écrit « Mort pour la France » et que surtout, que leurs enfants soient pupilles de la nation. Voilà, oui, on a envie que la France se réapproprie son histoire et assume ses erreurs. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et voilà, j'espère que cette pièce-là, on ira la jouer partout, notamment aussi en Afrique. Et pourquoi pas à Détroit aussi. Il fallait bien libérer la France, non? Oh merde! Soyons pas si naïfs, Jimmy! Il ne fallait pas monter sur ce bateau! Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Edan. Et là, je sors de la pièce, de la première de Un jour j'irai à Détroit de Stomy, écrit et mise en scène par lui. J'ai trouvé ça nécessaire, très 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 émouvant. Ça relate une histoire qu'on ne connaît pas forcément, dont il se fait donc le messager et qui nous raconte. J'ai adoré la mise en scène avec ces 3 prisonniers comme ça, qui ont donc 3 histoires, 3 destins. Nous, on est un peu concentrés sur Stomy, mais c'est toute une partie de l'histoire qui nous raconte dans cet espace assez confiné quand même. Et ça explose. Je trouve ça vraiment... c'est très intéressant. Je trouve ça assez fabuleux d'avoir tenu à faire une pièce sur un sujet comme ça, pour réhabiliter ces personnes qui se sont battues pour la France. Effectivement, on n'en parle pas dans les livres d'histoire ou très très peu. C'est vraiment quelque chose qui a été complètement oublié, si on peut dire, parce que oublier quelque chose comme ça, c'est impossible. Là, je trouve que ça a été particulièrement bien traité, d'avoir un personnage comme ça qui se retrouve en prison, donc qui reparle, qui resitue vraiment un événement qui a eu lieu. La mise en scène est super, évidemment les comédiens, les prestations des comédiens aussi, et celle de Stomy tout particulièrement, qui j'imagine était tout à fait émue ce soir, et en sachant en plus qu'il y avait des tirailleurs dans la salle, ça devait l'être d'autant plus. Tu n'imagines pas comme c'était l'enfer là-bas! C'est un spectacle nécessaire, fort, émouvant, et d'une belle puissance, et puis je fais une performance formidable. Moi, je ne l'avais jamais vu sur scène être acteur. Je l'ai vu brûler les planches dans son concert, dans ses shows. Mais là, vraiment, il a une présence incroyable, et puis il nous met des frissons, il nous touche énormément, il nous émeut, et c'est une histoire nécessaire et forte. On parle des tirailleurs sénégalais qu'il faut quand même ne pas oublier. On ne se rendait pas compte que les tirailleurs sénégalais existaient encore. Et le fait de les voir en vrai, ça nous a vraiment émus. Et justement, en faisant cette pièce, on leur rend un peu hommage aussi, parce que c'est des soldats de la France oubliés par la France, et c'est vraiment dommage, quoi. Le sujet est un sujet important. On doit en parler de toute façon, je pense que la communauté française doit en parler depuis très longtemps. Et donc c'est tout à son honneur de faire une pièce sur ce thème-là. Il propose une pièce de théâtre, mais toujours pour inciter à cette connaissance, pour inciter à ce savoir. Le savoir est une arme. On remercie Stomy, on remercie tous ceux qui ont permis cette pièce. Nous sommes tous très fiers de lui. C'est une pièce de théâtre qui mérite d'être vue par toutes et tous, surtout en France et dans les autres pays. Donc on espère qu'avec tout le soutien qu'on lui a donné ce soir, cette pièce va faire le tour du monde. Et encore félicitations aux tirailleurs sénégalais qui l'ont inspiré. Il est passionné. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très émouvant, c'est une très très belle histoire et en même temps triste.
Parce qu'à cette époque, pendant la guerre, tous ces Africains qui ont combattu pour beaucoup de pays, pour la France, entre autres. Et vraiment, j'étais très très touchée. Il faut aller voir la pièce, vraiment, c'est plus qu'une pièce de théâtre. Blaise Menjiwa nous a conviés à l'avant-première de son documentaire intitulé « Le monde racisé du cinéma français », dans lequel il évoque la place des acteurs noirs dans le cinéma. Ce documentaire parle de la représentation de la diversité dans notre cinéma. Vous savez que le cinéma est un art éminemment populaire qui rassemble dans une célébration partagée toutes les couches de la population normalement. C'est un art qui est un puissant outil de transmission d'une culture et des valeurs partagées. Le cinéma, c'est un miroir qu'on promène et qui reflète la réalité et la diversité du monde. La question que je vous pose, est-ce le cas dans le cinéma français ? Est-ce que notre cinéma raconte toutes nos histoires? Est-ce que notre cinéma montre à voir et à entendre la diversité de notre société aujourd'hui au XXIe siècle? Ça, c'est la problématique que pose ce documentaire. Et donc, il est nécessaire que ce cinéma puisse s'enrichir des histoires qui sont toute l'histoire de France, les histoires des minorités, etc. C'est l'histoire de France. Et l'histoire de France est celle de nous tous, en tant que citoyens. Hein, c'est ça, c'est raconter ces histoires, donner la possibilité à des acteurs, à des réalisateurs, à des producteurs de faire des films qui racontent les histoires transversales, ces histoires métissées qui sont celles de notre pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, parce que le talent, comme l'émotion, n'a pas de couleur. Lorsque je passais des castings, tout simplement, on m'octroyait que des rôles clichés, de chauffeur de taxi, d'éboueur, de dealer. Aucun souci à jouer une prostituée, une nounou, une femme de ménage, une infirmière, une aide-soignante, à condition que le rôle soit porteur de sens et qu'il défende un propos. C'est un problème de société qui est plus général que le cinéma en soi. Parler, c'est bien, nous l'avons toutes fait pendant des années, et agir, c'est mieux. C'est un film fort qui peut avoir plusieurs types d'effets sur ceux qui le regardent, et notamment quand ils sont concernés par le propos. Ça peut vous mettre en colère, ça peut vous décourager. Moi, ça ne fait ni l'un ni l'autre. Ça me donne encore plus envie de continuer, ça me donne envie de me battre parce que l'enjeu est important, et ça me donne envie de continuer à écrire, à produire, à réaliser, à proposer. Et à force de proposer, c'est la phrase de René Char tout à la fin du film: continue à te battre, continue à écrire, continue à proposer, un jour on te verra. Donc je crois que voilà, le moment est venu de continuer à faire entendre nos voix, et ces voix-là, elles vont finir par porter. La Djily en est un bel exemple. C'est un documentaire important et un documentaire nécessaire parce que la question de la représentation des Noirs, comme on a pu le voir dans le cinéma français, est une question très ancienne et en même temps très contemporaine. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est vraiment la multiplicité des voix et des perspectives qui montrent bien que ce problème concerne des gens à différentes échelles, à différents degrés, au niveau de la production, au niveau de la réalisation, mais aussi au niveau des gens qui sont interprètes. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant et puis très très dense. Je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir en discuter dans un documentaire, effectivement, pour faire changer les mentalités. Moi, je suis d'avis qu'effectivement, plus on dira clairement les choses, plus les choses vont avancer. On est encore sur des rôles très stéréotypés. Alors moi, ça ne me dérange pas qu'un noir incarne, ou une noire, un éboueur, une infirmière, etc. Ça fait aussi partie des métiers qu'on peut occuper et qu'on constate, puisqu'on est sur le miroir. Et dans le miroir, en effet, ça fait aussi partie des rôles qu'on occupe dans la société, mais il n'y a pas que cela. Et le problème du cinéma, ça n'est de renvoyer que cette image-là. Mais c'est pas tant un reportage, un documentaire qu'on doit voir nous, parce que nous, on sait, on connaît, ce sont des sujets qu'on connaît bien. C'est tous ceux qui, finalement, ne savent pas que nous existons et qui considèrent que nous n'avons pas notre place de manière visible, qui doivent voir ce documentaire-là. Il a mis aussi en avant nos travaux. Donc du coup, on demande encore plus d'expression, plus de production, plus de travail. Mais à la fois, on peut permettre à ceux qui vont le regarder de montrer enfin ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on est en train de faire. Je voulais féliciter le porteur de ce beau projet
Blaise a une merveilleuse idée de rassembler tous ces talents, tous ces génies, ces créateurs, ces auteurs, ces artistes, ces saltimbanques de la vie autour d'une thématique qui évoque les brûlures de l'histoire. Nous sommes en 2020 et on en a encore à se poser la question de savoir du bien fondé, de la projection de ce que nous sommes sur les écrans français. Donc je pense que c'est bien qu'on en parle, mais je pense aussi et surtout que la solution procédera de notre capacité à nous organiser. Pas contre les autres, mais pour nous-mêmes. Je trouve qu'il dit avec beaucoup de force et de justesse ce que nous pensons tous du cinéma français. C'est-à-dire, il serait temps que le cinéma français se mette à la couleur. On dirait qu'on est dans un cinéma blanc et blanc, c'est même pas noir et blanc. Donc il est temps qu'on arrive à la couleur. Et l'auteur, le cinéaste, propose à la fin des quotas. Et je trouve qu'il a raison de proposer cette solution. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu de meilleure idée. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons rencontré Benji Denegmaron dans son studio d'enregistrement à Ivry. Cet artiste aux multiples disques d'or est revenu sur sa carrière, nous parle aujourd'hui de ses projets futurs. Si on doit revenir en 97, donc premier album avec mon groupe Negmaron, donc avec mon partenaire Jackie Brown. C'est vrai qu'on est dans la musique depuis le début des années 90. Quand on commence à la base, c'est vraiment une passion, c'est vraiment juste, entre guillemets, pour le fun, c'est vraiment sans objectif précis. Et puis, avec le travail, le temps, les années, les grands frères comme Stomy Bugsy, Passy aussi, avec lesquels on a grandi, qui, eux, sont déjà professionnels de la musique, bah, ça nous encourage à aller de l'avant. Et puis, du coup, de fil en aiguille, on a un peu de chance et avec le travail, on arrive à sortir donc ce projet, Rucase Nègre. À la base, c'est un projet qui devait être ponctuel, qu'on a pensé et réfléchi parce qu'il y avait des conflits ethniques au Congo, à Brazzaville, en 97. Et en tant que membre de la diaspora ici, on se sentait vraiment impuissant. On avait envie d'aider, on avait envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas du tout quoi faire. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un titre pour inciter à l'unité, pour ramener la paix et surtout pour envoyer un message fort à tous les Congolais qui sont sur place en leur disant, on ne vous oublie pas, on est avec vous. Donc du coup, on a commencé par faire un titre qui était une reprise de Koffi Olomidé. Ça a été une vraie découverte pour nous de voir que finalement, on avait chacun nos vies, on avait grandi dans des villes de banlieues différentes. Mais en réalité, quand on arrivait à la maison, on avait la même vie, la même réalité, les mêmes plats, les parents écoutaient la même musique, les parents avaient quasiment la même histoire. Et ça a été une séance de studio qui nous a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur finalement, malgré tout. Et donc, à la suite de ce titre, on a décidé de faire un deuxième titre. Et puis à la fin, on a écouté le deuxième titre, on s'est dit mais il faut qu'on fasse tout un album. Et donc de là, on a fait un album qui s'appelle Racine. Les deux balles nickel, ça a marqué des générations entières pour la famille du Bisso, 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 la Bisso, 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 la Bisso. Il y avait Calbo, dans Bisso, c'était le grand. Ça fait 25 ans, moi, que je suis professionnel de la musique. Et aujourd'hui, je vis encore de ça. J'ai d'autres activités, j'ai des sociétés, je fais pas mal de choses à côté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique me permettrait de vivre confortablement, sans aucun problème. On fait encore énormément de concerts, on est encore sur la route. Ici, je vous accueille, vous êtes dans mes studios, donc on continue à produire, on crée du contenu télévisé, on crée du contenu pour la radio, donc on est présent, on est là, et c'est vrai que qu'on soit au devant de la scène, sous le feu des projecteurs, ou derrière, on est toujours actif, quoi. Dès le début, on a été des ambassadeurs de l'Afrique. C'était pas forcément volontaire en fait, on était nous-mêmes, on est des Africains, on fait pas semblant. C'est pas marketing, c'est pas une tendance, c'est pas une mode. Nous, la culture africaine, on a grandi là-dedans. C'est vrai qu'on a été à l'école française. Moi, je suis né en France, je suis né à Sarcelles. Mais quand je rentrais à la maison le soir, c'était le pays. On mangeait des plats africains, on mangeait des plats congolais, on écoutait la musique africaine. Nos parents font partie de la vague d'immigration qui sont arrivés à la fin des années 60, au début des années 70. Donc on a baigné dans cet ancrage africain et on a tellement baigné dedans qu'on ne pouvait pas faire autrement que de faire ressortir ce côté-là dans notre créativité. J'ai toujours été, je dirais pas passionné, mais en tout cas très intéressé par tout ce qui est géopolitique, les relations internationales, comprendre le monde. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de faire une petite formation ou rentrer dans un cursus
qui pourrait m'apporter un peu plus d'informations, un peu plus d'éléments. On m'a dit qu'il y avait des formations à Sciences Po, notamment un master, qui tournait d'ailleurs autour de la question africaine. Franchement, quand on m'a parlé de ce master à Sciences Po, pour être très honnête, je me suis dit je ne pourrais jamais rentrer à Sciences Po, c'est clair, parce que j'ai qu'un niveau bac et que selon moi, ce n'était pas suffisant pour pouvoir intégrer ce cursus. Et puis, je me suis renseigné, j'ai passé tout ce qu'il fallait passer, les entretiens, les tests. C'était aussi basé sur un projet. Donc j'ai ramené un projet très structuré que j'avais envie d'entreprendre sur le continent africain. Et je pense que tout ça, ça m'a aidé aussi ça a pesé dans la balance pour que je puisse intégrer ce master. Ce master que j'ai préparé en 1 an et demi, parce que tous les gens se posent la question comment j'ai pu faire. Donc ça a duré 1 an et demi de travail. Et puis au final, voilà, je l'ai obtenu. Ça a été une fierté pour moi, ça a été une fierté pour ma famille, pour mes proches, pour mes parents, pour mes enfants. Donc c'est top, mais surtout, c'est un outil qui me permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur des bons projets, de pouvoir accompagner de grosses institutions, d'être vraiment au cœur de certains sujets, de plus avoir peur d'entreprendre. Cette année, on a la chance de célébrer les 20 ans de l'album Le Bilan qui est quand même notre plus gros projet. On va dire que cet album, c'est comme une Madeleine de Proust pour pas mal de gens. Donc on ne pouvait pas laisser passer ce 20e anniversaire sans célébrer ça comme il se doit. Du coup, on jouera le 31 octobre à l'Olympia à Paris. On doit faire la Caraïbe, la Guadeloupe également. Donc voilà, grosse tournée pour les 20 ans du Bilan. On compte sur vous, messieurs, dames, vous qui avez apprécié ce titre. Vous qui faites partie de cette histoire, de l'histoire de Jackie et Benji depuis le début, venez célébrer cet anniversaire avec nous. Soyons des hommes fiers et dignes, ne jamais renier son passé ni ses origines. C'est dans un contexte d'élection présidentielle au Togo que le journaliste Louis Comayeux et son co-auteur Jean-Paul Agbo nous sort un livre, Le Togo, une démocratie en construction. Suivez le lancement. L'idée est venue du fait que le Togo était quand même une singularité en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, c'est le premier pays en Afrique qui a ouvert le bal des coups d'État militaires. Ça, on ne s'en débarrasse pas en 5 ans ou en 50 ans. Ça reste dans l'ADN du pays. L'autre raison, c'est que pendant de nombreuses années, le Togo a aussi été considéré comme une anomalie en Afrique de l'Ouest parce qu'il n'y avait pas cette limitation de mandat dans la Constitution. Et donc, nous observons aujourd'hui que même les pays qui étaient considérés en Afrique de l'Ouest comme des exemples de démocratie sont en train de régresser. On ne va pas les citer, mais chacun les voit, y compris un pays comme le Sénégal, qui a été pendant très longtemps considéré comme le fleuron démocratique de l'Afrique de l'Ouest, a aujourd'hui un modèle démocratique qui pose question. Donc, le Togo s'est remis sur les rails, au moins en termes de cadre pour permettre l'émergence d'un modèle démocratique, s'est remis sur les rails de ce qui se fait en Afrique de l'Ouest. Et donc c'est pour ça qu'il était important, à ce tournant de l'histoire du pays, de rendre témoignage du parcours qui a été celui du Togo de 1960 jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les hésitations, tous les retours en arrière qu'il y a eu, notamment après la conférence nationale de 1991 et la constitution qui en est sortie, qui était quand même une grande avancée, mais qui a été ensuite contredite par l'histoire, parce qu'on est revenu à une élection à un tour et à une non-limitation de mandat. Donc je pense qu'il était important de raconter cette histoire à la fois pour les Togolais, mais également pour tous les autres pays africains dont l'aspiration à la démocratie devient de plus en plus forte. La démocratie, c'est une situation dynamique, c'est un processus. Et effectivement, au lendemain des indépendances en Afrique, il y a eu un balbutiement du processus démocratique dans plusieurs pays sur le continent. Mais celui du Togo a été vite interrompu parce que, comme vous le savez, le Togo a été le premier pays à avoir inauguré les coups d'État. C'était en 1963. Et depuis lors, le pays a connu un régime de parti unique jusque dans les années 90 et qui a été suivi ensuite avec les conférences nationales souveraines organisées un peu partout sur le continent au lendemain du discours de la Baule de François Mitterrand. Donc c'est
à partir des années 90 que ce processus interrompu au début des années 60 a repris. Non sans mal, avec effectivement l'immobilisme, la résistance et puis les contradictions qui minent toutes les sociétés. Donc c'est pour cela, c'est de ce point de vue qu'on peut parler de démocratie en construction, parce que c'est un chantier qui n'est pas terminé. Il y a l'architecture qui est installée, mais effectivement, chaque jour, chaque mois, chaque année, il faut conquérir davantage d'espace public. C'est un livre qui essaye d'apporter une grille de lecture, une analyse de fond de la situation politique togolaise, à la fois la situation politique contemporaine, c'est-à-dire depuis les négociations qui ont eu lieu ces derniers mois entre l'opposition et le pouvoir en place du président Faure, sous l'égide de la CEDEAO, mais avec une profondeur historique, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'histoire du Togo depuis les indépendances en 1960, mais aussi l'histoire plus récente, celle des conférences nationales qui ont eu lieu au Togo en 1991, et le Togo a été l'un des pays pionniers concernant ces conférences nationales. Donc ce livre est d'une certaine manière un retour sur cette histoire récente du Togo depuis les indépendances et une mise en perspective de la manière dont cette démocratie se construit depuis les années 90, les conférences nationales et toute cette période qui court jusqu'à aujourd'hui, durant laquelle le Togo a quand même connu à la fois des manifestations souvent sanglantes, mais aussi un changement des régimes, le passage d'Eyadema au fils Faure Gnassingbé qui est au pouvoir depuis 2005. Il y a une belle évolution, en tout cas au Togo, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faut laisser, il ne faut pas faire de copier-coller. Chaque État doit respecter son temps, son propre souffle, et c'est le cas du Togo. Il ne faut pas juger le Togo, en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Diaspo News.